Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Si vous me permettez, parce que je suis terriblement ému là, d'avoir une pensée pour Alexandra et sa fille, et pour tous mes collègues qui, depuis des années, ça me touche terriblement, et d'entendre que ces deux personnes sont relâchées, c'est pas juste. Toi, l'homme de... Le ministre de la France qui peut annoncer pour l'Union européenne qu'on va bouger sur les jachères. Nous sommes en guerre. Eh oui, nous sommes en guerre. Ça fait 3 ans et demi, ça c'était pour le Covid. Le président de la République avait prononcé ces mots et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui, vous savez ce qui se passe ? Il se passe que les tracteurs sont en route sur Paris. Ils entourent déjà Paris. Alors pourquoi Paris ? On dit mais il y a déjà les grandes villes de France. Oui, mais Paris, on est jacobins ici. Ils sont le siège du pouvoir central. Encore que ce pouvoir central existe-t-il face au pouvoir européen et face au reste ? On va en parler. En tout cas, la révolte des agriculteurs ne faiblit pas, elle prend de l'ampleur. On va en parler longuement avec la présidente de la coordination rurale, Véronique Le Floch. Vous avez eu déjà le plaisir de recevoir. Et avec Philippe Grégoire, qui est responsable national agricole de la République souverainiste. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Où on en est ? Où peut-on aller ? On va prendre le temps d'en parler. Et puis, on va parler aussi de ce qui se passe aux États-Unis. Ça aussi, silence assourdissant dans la plupart de nos médias. Mais les États-Unis, il se passe quelque chose entre les États américains, entre 25 États américains qui déploient leur garde nationale pour empêcher effectivement l'immigration mexicaine ou sud-américaine et autres, et l'État fédéral de Washington. Va-t-on vers n'exagérons pas, sûrement pas une nouvelle guerre de sécession, mais quelque chose se passe en ce moment et c'est absolument remarquable. On va en parler avec Régis Le Sommier, qui a été très longtemps notre envoyé spécial aux États-Unis. Et puis, on va parler de ces braves écologistes. Vraiment, ils ont du temps à perdre, ces écologistes. Ils vont arroser la Joconde. C'est un vrai geste de révolte. C'est très intéressant. Voilà, on arrose ce qu'on peut et ils ont ce slogan magnifique, l'art ou faut-il choisir l'art ou la vie ? Eh bien, il faut choisir l'art et la vie. On en parlera vraiment. Et puis ces OQTF qui sont libérés aussi après avoir tué involontairement, bien sûr, Alexandra et sa fille, l'agricultrice et sa fille. Et puis nous allons recevoir Fabrice Hakoun, qui est l'auteur de Rallumons les Lumières, entrepreneur, qui a été fonctionnaire et qui raconte et qui dit Rallumons les Lumières. Quelles lumières ? Les lumières de Voltaire ? Ah là là, on a l'impression qu'elles sont un peu éteintes en ce moment, mais il va nous expliquer. À tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. J'adore vos débats. On entend des choses qui changent un peu de la doxa généraliste qu'on entend trop partout. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Ami, entends-tu la marche des tracteurs sur nos plaines ? Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Cyniques le disent, le susurrent. On ne dit pas ça évidemment. Oui, les agriculteurs, oui, écoutez, ce ne sont pas les Indiens d'Amérique, bien sûr, mais enfin les agriculteurs. Faut vraiment que ça continue. En a-t-on vraiment besoin ? Entend-on dans telle ou telle officine, ici et ailleurs, de Davos à Washington ou ailleurs, vraiment, faut-il les agriculteurs ? Oui, mais vous savez, les choses changent et on n'est plus au temps des lampes à huile. Eh ben, c'est pas ce que pense une majorité des peuples et puis une majorité des agriculteurs qui, après l'Allemagne, ont décidé de se réveiller. Ils se sont déjà réveillés depuis longtemps. Mais là, quand même, quelque chose se passe qui n'est pas de l'ordre de la simple manifestation, très loin de là. On sait ce qui se passe autour de Paris, le blocage d'un certain nombre d'autoroutes. On sait ce qui se passe ailleurs, mais aussi ce soir, Véronique Le Floch, vous êtes présidente de la coordination rurale et vous nous annoncez que ce soir, il y a un cortège de tracteurs qui se prépare à partir. D'où ? Alors bonjour. Alors les tracteurs dont je parle sont déjà partis ce matin du Lot-et-Garonne. Ils sont partis à plus de 70 tracteurs ce matin, en direction Paris, en passant par Bergerac, où ils seront rejoints par une trentaine de tracteurs. Une trentaine déjà annoncés, peut-être plus.
Ils vont ensuite se diriger vers Limoges, où ils passeront la nuit et le convoi pourrait doubler pour repartir le lendemain et arriver sur Paris au courant de la journée. Donc Attal peut préparer son discours. La coordination rurale sera là et certainement accompagnée de non-syndiqués, bien évidemment, parce que la révolte aujourd'hui, elle concerne tout le monde, elle engage tout le monde, et c'est surtout que beaucoup d'agriculteurs, la plupart et tous les jours, ça se cumule et tout le monde comprend l'intérêt de se révolter et d'aller tous ensemble. Donc la marche est partie. Alors avant de passer la parole, donner la parole à Philippe Grégoire, je voudrais vous faire écouter à tous les deux et aux auditeurs évidemment et résistants de Sud Radio ce je dirais coruscant, ce très aigu résumé fait à l'agriculteur bourguignon qui a annoncé hier la marche sur Paris, et à sa manière. Écoutez. Alors, j'avais un petit message pour Emmanuel Macron. C'était pour le tenir un peu au courant de notre avancée. Écoute, on avance gentiment. On est à 20 km/h sur la 6. Oui, pour une fois qu'on peut prendre 2 jours de congé, on profite du paysage. Je peux te dire que si on monte, ça va pas être pour trier de l'avoine. Normalement, on devrait être sur Paris, à la capitale, vers au petit matin, gentiment. On va tirer un peu du lit avec la mamie. Pas la peine de nous attendre avec les croissants. Surtout que toi, à mon avis, t'as une tête à manger du kiwi le matin. En plus, tu préfères ce qui vient de Nouvelle-Zélande. Mais t'inquiète pas, on vient pas les mains vides. C'est plus possible. On est les vaches à lait du gouvernement. Bon, moi, personnellement, j'ai pas de vache laitière. À part la Marie, mais il y a longtemps qu'elle fait plus de lait, celle-là. Première étape, on a retourné les panneaux. Deuxième étape, on retourne le pays. Troisième étape, les costards cravates, ils retournent leur veste. C'est pas parce qu'on est des paysans qu'on doit finir sur la paille. On va faire un petit détour chez ton copain le maire, parce que lui, il nous l'a bien mis à l'envers. Il nous a dit qu'il n'augmenterait pas de plus de 10% l'électricité. Ah bah oui, 9,98, bravo, beau geste. Si tu augmentes de 10% tous les ans, en 10 ans, ça te fait une augmentation de 100%. Pas bête. Mais bon, lui, l'électricité, ça va pas lui coûter cher, parce qu'il a pas la lumière à tous les étages, celui-là, à mon avis. Et puis on va venir voir le Blanc-Bec, là, le petit gamin là qui vient d'arriver au Premier ministre, là. Allez. Attal. N'oubliez pas, là, à Matignon, l'Élysée, fermez bien les fenêtres, parce qu'on vient pas les mains vides. On vient avec du lisier. Alors c'est un joli mot, le lisier, mais ça pue. À bon entendeur, salut. Voilà, c'était juste un mot, mais un mot qui en dit long sur peut-être l'état d'esprit d'un certain nombre de gens. Philippe Grégoire, on s'était parlé il y a quelques jours déjà, il y a une semaine, et aujourd'hui, voilà où on en est, et vous aviez donné les chiffres par rapport à effectivement ce que nous, consommateurs, on dépense 100 € dans un caddie, je me le rappelle, et vous dites pour l'agriculteur, il reste 6,50 € sur 100 € dépensés par vous, consommateurs, par nous, consommateurs. Aujourd'hui, c'est une révolte, sire, ou c'est une révolution ? Bonjour, monsieur Berkoff, merci de m'inviter. Bonjour à Véronique, que je connais bien. Bonjour. On vous écoute. Mes premiers mots vont à la famille de l'Ariège, malheureusement, où il y a eu ce drame. Oui. Et si les politiques avaient fait du travail depuis plusieurs décennies, je pense qu'on n'aurait pas eu besoin de faire des manifestations dans toute la France. Simplement, aujourd'hui, j'ai peur que le mouvement, comme d'habitude, il parte en cacahuète, il nous échappe. C'est-à-dire que le syndicat FNSEA, représentant de l'agroalimentaire, va faire tomber ce mouvement, puisqu'ils sont en cogestion avec l'agroalimentaire et les pouvoirs politiques. Et moi, je pense que ce qui est important, le message à passer aujourd'hui, c'est de regrouper tous les agriculteurs, c'est-à-dire Véronique ici présente, mais l'ensemble des forces syndicales, des autres syndicats, avec les non-syndiqués, pour dire non au gouvernement et non à la FNSEA, de ne pas se faire mener en bateau sur des mesurettes, sur les jachères, ils vont nous tourner sur des débats, des normes. Et monsieur Berkoff, aujourd'hui, un agriculteur gagne 2 à 3 € de l'heure. 2 à 3 € de l'heure. Nos partenaires, Obama, facturent à 45 € de l'heure pour les moins chers. Vos partenaires, c'est qui, pardon, vos partenaires? Vous parlez de qui? Nos partenaires, le moindre mécanicien qui vient dans la cour, le moins cher, il a 45 € de l'heure. Quand on fait intervenir des entreprises spécialisées, c'est 230 € de l'heure. Je pense notamment aux avocats ou des gens dans des sociétés de conseil. Et on a droit, nous, à 29 € par jour. Elle le sait, Véronique, quand on est malade.
ou en un accident, on a 29 € par jour de la mutualité sociale agricole. Donc si on part dans le débat des jachères et des normes, la FNSEA va nous faire glisser sur ce terrain-là et on va sortir du débat que Véronique connaît bien, où on est assommé par l'agroalimentaire et les grandes surfaces. Et si on ne reprend pas notre juste valeur dans la filière, on n'arrivera à rien. C'est-à-dire, en langage clair, le GNR et les normes, allez, vous allez récupérer de 0 à 2-3 000 € par exploitation par an. Et ce que nous pique l'agroalimentaire, c'est entre 50 et 80 000 € par exploitation. Et par an. Véronique par an. Véronique le sait bien. Elle est comme moi, elle est productrice de lait. On s'est rencontrés à de nombreuses reprises avec Véronique. On a mené les mêmes combats. Donc elle sait bien, Véronique, où est le problème. Le problème, c'est des prix à hauteur des coûts de production. On a mené le combat ensemble avec Véronique au niveau de la filière nationale. Véronique connaît la structure EMB. On partage les mêmes points de vue. Philippe Grégoire. Il nous faut des prix. D'accord. Véronique Le Floch, vous êtes d'accord parce que Philippe Grégoire dit aussi, bon écoutez, ce sont des mesurettes pour le moment ce qu'ils nous proposent, ils vont nous jouer la jachère et la GNR et au fond ce n'est pas ça l'essentiel. C'est ce que vous pensez aussi parce qu'il faut quand même avancer, il faut quand même arriver à des solutions. Alors tout à fait, je partage totalement ce qu'a dit Philippe et je dirais même sur l'histoire de l'intersyndicale que j'ai appelée dès le départ, qui n'est pas encore effective. Et la preuve, le ministère continue à diviser parce que j'entends sur diverses télés que la FNSEA serait invitée aujourd'hui, alors que nous autres, premier syndicat 100% agriculteurs, n'avons comme proposition qu'un rendez-vous téléphonique demain entre 12h30 et 13h avec M. Gabriel Attal vous a proposé un rendez-vous téléphonique demain. Tout à fait. Et alors vous allez... non, j'ai dit à notre secrétaire, on peut pas accepter un simple rendez-vous téléphonique, alors que l'urgence est de trouver des solutions. Il faut les construire ensemble. Les syndicats, en théorie, servent à ça. La FNSEA n'est pas le seul syndicat. Et si la FNSEA est aujourd'hui responsable d'une grande partie des problèmes, ce n'est pas elle qui va nous apporter les solutions. Pour revenir aux mesurettes, bien sûr que nous devons travailler tous ensemble. Et c'est pour ça qu'il faut une intersyndicale. Et non pas se mettre à travailler sur 100, 140 mesures. Nous en avons 5. Elles tournent autour de 5 points. Rappelez les 5 rapidement, brièvement. Alors la trésorerie, donc l'année blanche, que ça soit MSA, banque, s'assurer que tous les fonds qui ont été annoncés par Gabriel Attal seront disponibles immédiatement, mais qu'en plus, ils correspondent à des besoins du terrain. On entend déjà dire, la FNAB, réseau d'agriculture biologique, qu'il manquerait 250 millions d'euros. Donc on nous annonce 50 millions. Ça veut dire que ça va pas être satisfaisant. Première mesure, la trésorerie. Deuxième mesure, on va dire l'exception agriculturelle. Sortir l'agriculture des accords de libre-échange. Ne plus conditionner l'agriculture à l'OMC. C'est plus d'importations ne respectant pas nos normes. Juste un mot, ça m'intéresse, et puis je vais demander à Philippe. Mais on pourrait vous dire, attendez, le libre-échange, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que si vous supprimez le libre-échange, d'accord, vous n'allez pas recevoir un certain nombre de choses. Je vois que vous voulez parler du poulet ukrainien à l'Islande, en passant par la Nouvelle-Zélande et le Brésil. Mais enfin, vous aussi, agriculteurs, vous pouvez exporter. Alors, Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, a dit fin de semaine qu'on était bien content d'exporter du cognac, du champagne. Oui, mais si les importateurs de champagne et de cognac veulent du champagne et du cognac, ils vont quand même l'acheter. Donc, les accords de libre-échange aujourd'hui, là où ils sont nocifs, c'est parce que justement, ils font pénétrer en Europe des produits que nous sommes déjà à même de produire, de l'agneau et des produits laitiers, poulet, etc. Du poulet. Au bénéfice de qui ? Au bénéfice de grandes multinationales, les sociétés du CAC 40, les vendeurs de voitures, les Mercedes, toutes ces grosses sociétés. Donc on met à mal l'agriculture française en premier, mais aussi européenne, tout ça pour des grands groupes.
Donc l'exception agriculturelle, et je pense que Philippe est d'accord, c'est quelque chose qui doit être annoncé. Et l'exception la France... agriculturelle. Philippe Grégoire, juste un mot là-dessus, vous êtes d'accord ? Si vous voulez, pour prendre l'exemple, vous savez, des Anglais qu'on fait le Brexit, les Anglais, ils achètent des grands vins et du champagne depuis plus de 200 ans. Et c'est pas le Brexit ou autre qui vont les empêcher d'acheter des grands vins. Donc, si vous voulez, on a deux leviers, ce qui n'a pas été fait par le gouvernement Macron, mais ni par les précédents. Il avait mis la loi Egalim, qui a été du folklore. Il avait prévu 20% de bio dans les restaurations collectives, ils ne l'ont pas appliqué. Et il avait prévu 50% de local, qui était une bonne idée. Mais à condition de reconnaître le coût de production, le vrai coût de production. Pas celui qui est donné par la FNSEA et l'interprofession. Parce que le coût de production qui a été donné dans les lois Egalim, par exemple, pour vous prendre l'exemple du lait, c'est le même en lapin ou en cochon ou en mouton, ils ont donné, aujourd'hui, la FNSEA sur les barrages dit qu'il faut 45 centimes. Alors que le prix pour gagner sa vie, c'est 63. Et on a des gens qui tournent à ce prix-là en France. On a les AOP, le comté, on a des gens à l'île de la Réunion. Pourquoi ? Parce qu'à l'île de la Réunion, Lactalis ou autre, ils peuvent pas les mettre en concurrence, c'est une île. Alors c'est compliqué d'aller là-bas. Donc, c'est quoi ce schéma-là ? C'est le modèle canadien, que Véronique connaît bien, c'est la gestion de l'offre. Le Canada n'est pas un pays fermé, il n'est pas en autarcie, c'est pas un pays communiste. Le Premier ministre Trudeau a décidé, dans les années 80, de mettre en place la gestion de l'offre. Et après, je vous l'accorde, Véronique, elle appelle ça l'exception agriculturelle, ils ont une dose de protectionnisme, c'est-à-dire qu'ils ajustent en fonction de la consommation du pays les importations et les exportations. Mais le protectionnisme, Monsieur Berkov, c'est pas un gros mot. Si on fait pas ça, on va perdre toute notre industrie et toute notre agriculture. On va tous finir en faillite. C'est déjà, d'ailleurs pour l'industrie, il y a déjà pas mal de choses qui ont hélas été faites. On reprend avec vous juste après cette petite pause. C'est passionnant, c'est vital effectivement et on en parle tout de suite. Ouais, restez bien avec nous sur Sud Radio puisque vous aurez la parole aussi. Vous pourrez poser vos questions 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Blocus de Paris, blocus des grandes villes. Que va-t-il se passer ? On en parle effectivement avec Véronique Le Floch, productrice, je rappelle, est hier en bio au Sud Finistère, c'est bien ça, et président de la coordination rurale, et avec Philippe Grégoire, qui est producteur de lait en Maine-et-Loire et qui est responsable national agricole de la République souverainiste. Ce qui se passe aujourd'hui, au fond, pourrez-vous vous demander, alors oui, troisième et quatrième, juste pour ne pas perdre le fil quand même, Véronique Le Floch. Alors très rapidement, la réforme totale de la PAC, il faut qu'on ne va pas continuer avec un modèle qui ne marche pas jusqu'en 2027, c'est le moment de la réformer et de partir avec une année zéro contrôle pour nos agriculteurs. Donc ça englobe les jachères, les prairies, toutes les aberrations. Ensuite, revenir sur le Green Deal, le pacte vert. On ne peut pas s'engager et valider une politique de décroissance. C'est à revoir. Ça, ce sont des engagements que doit prendre notre ministre de l'Agriculture. Il se débrouille, il fait la politique de la chaise vide, mais je crois qu'il a déjà 22 homologues sur les 27 qui sont OK avec lui. Donc allons-y, c'est le moment. Et dernière mesure visant l'installation de nos jeunes, c'est la loi d'orientation agricole qui s'appelle désormais la loi pour le renouvellement des générations. Celle-là doit inclure toutes les modalités, zéro droit de succession, la TVA sociale, ce sont toutes les modalités sociales, fiscales, et là-dedans on inclut le fonctionnement avec l'agro-industrie, et je sais que Philippe et moi, nous sommes à fond là-dessus. Il n'est pas normal que les autres puissent vivre et pas nous. Alors justement, puisque vous parlez de la PAC, vous parlez du Green Deal, etc. Écoutez ce que dit, c'est très intéressant, parce que ce matin, Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture, s'est exprimé. Hier, Gabriel Attal, le Premier ministre, s'est exprimé aussi. C'est très rapide et je vais vous poser les questions ensuite. On continue à travailler avec leurs représentants pour
continuer. Le Premier ministre a dit vendredi et a annoncé un certain nombre de mesures. Il a dit qu'elle suivrait d'autres mesures. Donc il y aura d'autres mesures. On continue à travailler avec eux pour proposer, dans la simplification notamment, et puis on va avoir une semaine européenne, on en dira peut-être un mot, de proposer un certain nombre de mesures qui viendront attester de la volonté du gouvernement à la fois de sortir de la crise, mais surtout d'apporter des réponses concrètes. Ça sera quand? C'est demain les nouvelles mesures? Dans les 48 heures, on aura un certain nombre de choses qu'on pourra poser sur la table qui permettront, je crois, de compléter et de montrer la globalité des mesures qu'on entend proposer au monde agricole. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la crise, au moment où on se parle, la crise n'est pas derrière nous. C'est pas moi, Premier ministre de la France, qui peut annoncer pour l'Union européenne qu'on va bouger sur les jachères. Ce que je peux vous dire, c'est que on est en train d'emmener une coalition de pays autour de nous pour faire bouger la Commission européenne. Alors, c'est intéressant, Marc Fesneau, bon, l'intervieweur qui dit la crise est derrière nous, oui, ça vient de commencer, oui, elle est déjà derrière nous, ça se fait pas en 48 heures, tout ça, hein, bon. Et surtout, c'est intéressant ce que dit Gabriel Attal, oui, mais c'est pas moi, un Premier ministre, qui peut décider de la jachère, etc. Mais on arrive au cœur du problème. Mais qui décide? Qui décide de quoi? Qui prend les lois? Qui, depuis des années, fait les normes espagnoles par rapport aux normes françaises, les normes, les accords avec la Nouvelle-Zélande ou le Chili ou je ne sais pas où? Qui décide? Apparemment, ce n'est pas Paris, ce n'est plus Paris. Alors en agriculture, on le sait très bien, aujourd'hui c'est Bruxelles qui décide. La PAC, la politique agricole commune, justement, donne les consignes à chacun des États membres. Et malheureusement, nous en France, on charge la barque bien plus qu'ailleurs pour davantage assommer les agriculteurs. Alors, Philippe Grégoire, mais dites-moi, moi j'ai une question à vous poser, à causer aux agriculteurs. C'est très bien d'être à Paris, mais pourquoi vous n'êtes pas à Bruxelles? Pourquoi les syndicats, vous dites qu'il y a 22 pays qui sont d'accord, ou 22 ministres de l'agriculture sont d'accord, pourquoi ils ne sont pas tous, aujourd'hui, réunis à Bruxelles? Puisque c'est là que se prennent les décisions. Alors à Bruxelles, Bruxelles tient compte du COPA-COGECA, qui est les 27 FNSEA en Europe, j'inclus l'Angleterre qui y était. Le COPA, c'est les 27 FNSEA en Europe. Et le COGECA, c'est l'ensemble des coopératives. Et je ne sais pas si vous étiez au courant, M. Berkoff, mais le COPA-COGECA, qui est présidé aujourd'hui par Christiane Lambert, est une émanation de la Commission européenne. Le COPA-COGECA, c'est une émanation de la Commission. Vous voulez dire quoi? Vous voulez dire qu'elle est soumise à la Commission européenne? Tout à fait, tout à fait. Et ce que je voulais vous dire qui est très important, parce que Véronique a parlé de la PAC, il faut savoir qu'il y a des fausses informations qui sont données sur des antennes en disant sans la PAC, les agriculteurs sont morts. Nous sommes contributeurs nets. Hein. Nous sommes le deuxième contributeur derrière l'Allemagne, puisque le mode de financement, c'est sur le produit intérieur brut corrigé de l'inflation, et c'est 1% du produit intérieur brut corrigé de l'inflation. Donc nous versons plus d'argent que nous recevons. Donc, oui, c'est la grande polémique, ça. Voilà, quand on dit si les agriculteurs n'avaient pas l'Europe, ils seraient morts, ça c'est totalement faux. Après, il faut qu'ils se mettent au niveau européen, quitte à faire ce que faisait le général de Gaulle, faire la politique de la chaise vide, comme a dit Véronique. Il ne faut pas qu'on soit plus idiots que les autres continents. C'est-à-dire qu'au niveau européen, on ne va pas s'imposer des règles qu'on n'impose pas aux autres. Oui, mais attendez, Philippe Grégoire, excusez-moi, au niveau européen, mais vous savez très très bien, et tout le monde en a parlé partout, que les cerises d'Espagne n'ont pas les mêmes normes, ou en tout cas les fruits, etc., qu'en France, et que déjà vous êtes désavantagés par le prix et par les salaires d'Espagne et les salaires de France, tous les deux dans l'Union européenne. Oui, alors ça c'est un problème qui est la responsabilité des chefs d'État et de gouvernement, mais le problème des chefs d'État et de gouvernement, que Véronique sait très bien, quand on a eu même Hollande ou Sarkozy, ça changeait rien, parce que si vous voulez, quand ils négocient les chefs d'État et de gouvernement, ils n'ont pas d'amis, ils ont que des intérêts. Et les intérêts agricoles face aux voitures allemandes, face au groupe Areva, face au nucléaire, face à Airbus, bah, vous savez, M. Berkoff, ils disent à Sarkozy, à Hollande ou à Macron, venez pas nous faire chier avec vos moutons et vos canards. En gros, c'est ça. Donc nous, on est sacrifiés. Donc vous dites que les moutons et les canards, aujourd'hui, ça ne pèse rien dans les négociations européennes? Mais non, vous voyez ce qu'on représente par rapport au produit intérieur brut de la France. C'est l'industrie agroalimentaire qui représente 220 milliards en France. Mais nous, notre ferme France a fait 76 milliards d'euros de chiffre d'affaires. S'il faut importer beaucoup plus, ça leur pose pas de problème. La preuve, vous voyez, ils ont sacrifié le mouton, ils ont sacrifié les fruits et légumes. Si vous voulez, ils sont dans la stratégie
des Anglais quand il était la première puissance mondiale. David Ricardo avait dit que les coûts comparatifs, c'était le seul moyen de faire évoluer une nation. Donc en langage clair, si on est mal placé dans les prix, faut supprimer la production et faut l'importer. C'est tout. Carrément. Moi, je compléterais par rapport à l'Europe, si je peux me permettre. Oui. Donc, nous étions à Bruxelles mercredi dernier parce qu'il y avait une commission agriculture à la commission au Parlement européen. Et donc, nous avons profité de rencontrer le directeur général adjoint de la DG Agri, donc la Direction générale de l'agriculture à la Commission européenne, oui. qui nous a dit que oui, les échanges ne peuvent rien faire. Nous travaillons en trilogue, commission, conseil et parlement, et que nous exportons beaucoup parce que nous sommes très compétitifs. Sauf que ce qu'ils oublient de dire, c'est que nous autres, les Français, qui touchons pas loin de 9 milliards, 9 milliards de la PAC, y compris des associations, des écoles et autres, quand on exporte, c'est aussi l'argent, cette PAC qui est exportée parce que les prix sont rendus compétitifs artificiellement à cause de la PAC. Donc quand vous en recevez un petit 9 milliards pour en redonner 3 ou 4, finalement, les calculs de l'Europe sont mal faits. C'est perdre sa souveraineté et payer pour la perdre. Et c'est ça qui fait que... Alors, juste une question, je voulais savoir, est-ce que c'est ça qui fait que... on ne va pas remonter, faire l'histoire, enfin, est-ce que ça a contribué au fait qu'il y ait 2,5 millions 55 d'exploitants agricoles et qui sont aujourd'hui moins de 500 000, on l'a dit beaucoup. Est-ce qu'au fond, vous avez l'impression qu'on a laissé faire et que c'est comme ça et que, voilà, le monde change, les professions changent et on a laissé doucement s'effriter l'édifice, sinon s'écrouler l'édifice? Si vous regardez, en fait, l'évolution de la ferme France depuis la réforme de la PAC de 92, date à laquelle la coordination rurale est née, on voit très bien une accélération du phénomène, puisque on était sur des prix qui répondaient à une régulation des marchés grâce à l'Europe. Toutes ces régulations, tous ces modèles de régulation ont été progressivement supprimés. On a été aligné sur des prix mondiaux, des prix qui n'ont relativement pas augmenté, alors même que les aides compensatoires venant de la politique agricole commune allaient en diminuant, et en parallèle, on avait nos charges qui augmentaient. Bien évidemment, les politiques ne pouvaient que nous encourager à grossir en nous faisant croire que la compensation se ferait par les volumes. Or, aujourd'hui, nous avons des volumes qui reposent sur des individus qui ne sont plus supportables, ni en charge de travail, ni en revenus proportionnels, ni en vivabilité. Juste un mot, on va rester ensemble encore quelques minutes et nous allons effectivement parler de ce qu'on peut faire, de ce qu'il faut faire tout de suite. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Baron. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors, Véronique Le Floch, Philippe Grégoire, au fond, c'est la lutte du pot de terre contre le pot de fer, ou des pots de terre contre les pots de fer, et non pas à vous entendre, et quand on voit la situation, mais il dit, attendez, vous battez contre les multinationales, la PAC, enfin la PAC, la politique européenne plutôt, la Commission européenne, etc. Alors on vous dit, évidemment, on dit, oui, la France, sans agriculteurs, la France n'est plus la France, etc. Très bien. Mais concrètement, est-ce que la manière, c'est de tenir bon, et comment tenir bon? Alors, je ne dirais pas que c'est le pot de terre contre le pot de fer. Enfin, nous, de toute manière, si. Mais on n'a plus rien à perdre. Et c'est pour ça qu'on monte sur Paris. Et là, je sens que la peur a changé de camp. Parce qu'on n'attend pas 1000 agriculteurs, ou peu importe combien on sera, avec 15 000 policiers. Enfin, on n'est pas des délinquants. C'est des blindés.
Donc, c'est encore une preuve de mépris. Surtout que vous ne cassez pas des vitrines, vous ne pillez pas, vous ne tabassez pas, etc., etc. Comme on a vu certaines émeutes où il y a eu des milliards de déversés et pas tellement de blindés. Et on n'en a pas trop parlé, ou en fait, voilà. Ouais. Donc ça a été réglé comme ça. Là, c'est le pouvoir qu'on vise. Hein. On vise pas les citoyens, on vise pas les Parisiens. Nous, on espère juste un aller-retour, pouvoir rentrer chez nous. Et pour cela, il faut que nos politiques, ceux qui ont le pouvoir, ceux qui peuvent faire quelque chose, ou alors s'ils peuvent rien faire, mais qui nous le disent. Parce qu'on va pas rester à attendre. Nous, on est venus fin de semaine. Moi, je m'en fous. Mais s'il faut rester négocier demain toute la journée, passer des nuits, plusieurs nuits et journées, on reste, mais on rentre chez nous pour dire aux agriculteurs et que vous, sur vos plateaux, vous le relayez, mais ce n'est pas possible d'avoir affaire à ces personnes-là et qui, finalement, on se demande si elles ont le pouvoir, mais elles ne l'ont pas, quoi. C'est une question qu'on peut effectivement se poser. Philippe Grégoire, pot de terre contre pot de fer. Le pot de terre contre le pot de fer. Alors là, moi, je pense que, vu la gravité de la situation qu'on répète d'année en année, puisque on peut se revoir dans un mois, vous verrez, malheureusement, ouais. S'ils nous embarquent sur les jachères et les normes, on va rien obtenir concrètement en revenu dans nos exploitations. Il faut, comme a dit Véronique, il faudrait appeler à un regroupement, une intersyndicale avec les gens non syndiqués. Parce que 55% des agriculteurs n'ont pas voté. Donc les syndicats représentent 45% des votants. Il faudrait une intersyndicale contre le syndicat de l'agroalimentaire qu'est la FNSEA, qui risque encore malheureusement de trahir les paysans. Et après, on ne peut rien faire si on ne fait pas appliquer des lois, si on ne fait pas appel aux législateurs. Il y a 4 centrales d'achat, il y a 1,4% des entreprises de l'agroalimentaire, principalement gérées par la FNSEA, qui font 82% du bénéfice de l'agroalimentaire sur les 220 milliards d'euros. 82% des entreprises de l'agroalimentaire sont 1,4%. Et ils ont 85% des emplois. Donc il y a quelques oligopoles. Donc si le ministre, personne veut légiférer, on peut rien faire. Et puis après, au niveau des échanges internationaux, au niveau européen, faut fonctionner sur le mode de la coopération avec une dose de protectionnisme qui s'appelle la charte de la Havane. C'est ce que font les Indiens, c'est ce que font les Indiens, c'est ce que font les Chinois, c'est ce que font les Américains. Absolument. C'est pas un gros mot, le protectionnisme. Merci Philippe Grégoire. Juste un mot, je crois que nous avons des auditeurs. Oui, c'est Benoît qui nous appelle depuis Terre Agricole, depuis le Gers. Bonjour Benoît. Bonjour, merci. Oui. Bonjour, de me donner la parole. Bonjour Benoît, oui. On vous écoute. Bonjour. Je voulais montrer l'importance de l'Union européenne parce que aujourd'hui, les Français ne se réalisent pas qu'en fait, ce que disait votre invité au téléphone, que vraiment on donne beaucoup plus qu'on ne reprend. C'est-à-dire que c'est comme si on vous donnait aujourd'hui, on donne à l'Europe, mettons un billet de 100 €, on vous rend 40 et il faut dire ce qu'on en fait, quoi. Donc c'est pas possible ça. Donc ce que disait la dame est vrai, il faut monter à Paris, mais il faut que nos politiques prennent leurs responsabilités. Dire ça marche pas et il faut en sortir. Il faut vraiment arrêter de se laisser imposer des choses qu'on ne veut pas, sous prétexte qu'on doit à tout prix. C'est l'horizon indépassable de l'Union européenne qu'on ne doit absolument pas remettre en cause. Eh bien oui, mais cet horizon indépassable est hélas constamment dépassé et c'est bien le problème qui nous occupe. Je crois qu'on a un autre auditeur. Merci Benoît. Merci Benoît. On a Dust depuis Héran. Bonjour Dust. Oui, Dust. Bonjour André, bonjour à vos invités et au public de Sud Radio. Alors j'appelais pour savoir si le libéralisme avait tué le FEOGA. Parce que quand j'étais plus jeune, il y avait un organisme qui était le Fonds européen d'orientation et de garantie des prix agricoles, qui était chargé de prélever des taxes à l'importation pour pouvoir financer des exportations. Et à l'époque, j'étais au lycée agricole, vous avez expliqué ça, et on avait trouvé ça globalement bien. Alors est-ce que... je veux savoir si aujourd'hui, cet organisme a disparu, et si c'est le libéralisme qui l'a tué. Alors ce n'est plus comme ça que ça fonctionne. L'Europe aujourd'hui fonctionne avec les deux piliers, le développement rural d'un côté qui correspond plus au deuxième pilier et puis le soutien au marché pour le premier. Donc
Non, on a tout perdu parce que c'est ça qui a déstabilisé l'Europe, qui fait qu'on est parti dans un libéralisme à outrance destructeur pour l'agriculture européenne. Donc la préférence communautaire nous a mis en concurrence les uns contre les autres, étant donné qu'en plus on applique des normes différentes. Oui, c'est ça qui est extraordinaire. Honnêtement, quand on regarde, nous, consommateurs, on se dit comment il se fait qu'au sein de l'Union européenne, encore une fois, je le répète, je l'avais déjà dit, qu'il y ait des normes différentes au sein de l'Union européenne. Je ne parle même pas du Chili, de la Nouvelle-Zélande ou autre. C'est quand même hallucinant. Et encore une fois, on pourrait se demander, voilà la question que je pose, mais on va en parler de cela dans une autre émission, c'est comment ont voté nos représentants du peuple, les députés européens, parce que ça fait des années tout cela, enfin vous savez ça beaucoup mieux que moi, comment on a laissé voter tout cela pour se retrouver aujourd'hui, ah oui ça ne marche pas, ça ne va pas, et pour que Gabriel Attal dit oui mais moi qu'est-ce que je peux faire, mais je peux faire... Alors est-ce que, à votre avis, juste un mot, et on va finir là-dessus, je vous posais la question, est-ce que il y a la semaine européenne la semaine prochaine, Emmanuel Macron y sera, Marc Fesneau aussi, Gabriel Attal sans doute. Est-ce qu'à votre avis, ils vont dire non, parce qu'ils l'ont dit, ils ne signeraient pas l'accord du Mercosur, et est-ce qu'ils vont dire stop ici, au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable? Est-ce qu'ils vont le dire ou pas, à votre avis? J'espère qu'ils vont le dire, sinon ça serait une nouvelle trahison de plus. Donc on verra bien, mais les démarches envers les homologues européens, les 22 pays qui seraient acquis à leur cause, je pense que c'est dans cet objectif-là, mais si ça n'aboutit pas, si on a un message contraire, mais alors là, c'est plus la révolte, c'est la révolution, quoi. C'est franchement, là, vous ne maîtriserez plus personne. Ça sera le coup de trop. Philippe Grégoire. Oui, moi je pense qu'ils vont tenir un double discours. Dans un premier temps, ils vont dire non parce que ça va être trop chaud avant les élections européennes, mais ils vont nous trahir par la suite. Et moi je voudrais vous dire que ce qui nous manque, c'est des hommes d'État, comme on a eu le général de Gaulle, parce que n'oubliez pas que le chef d'État français, il a un pouvoir. Au niveau de la Banque Centrale Européenne, on est les deuxièmes apporteurs en termes économiques derrière l'Allemagne. La Banque Centrale Européenne, c'est l'argent des États qu'a constitué la BCE. Comment se fait-il qu'un homme comme Macron n'a pas le courage de dire non? Moi, je voudrais qu'on me l'explique, ça. Il a quand même un poids. La France a un poids. On le saura très très vite maintenant, c'est dans quelques jours. Merci à vous, merci Véronique Levloc. Merci. Et je sais que vous serez encore à Paris pour quelques temps, en tout cas quelques jours. Merci Philippe Grégoire. Et merci. Puis on continuera de parler de tout cela parce que effectivement, c'est l'essentiel. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Chanté par le merveilleux Nat King Cole, merveilleux. Alors vous avez vu, on en a parlé pour tout, les militants du mouvement Riposte Alimentaire ont aspergé de soupe la Joconde au musée du Louvre à Paris hier matin. Voilà, évidemment, et heureusement le tableau était protégé par une vitre pare-balles, hein, on le sait. D'après ces précautions, il y avait eu déjà d'autres attentats. Écoutez un peu ce qui s'est passé hier. On va vous demander d'évacuer, s'il vous plaît. Voilà. Encore une fois, quand même, il y a des moments où on se dit, mais dans quel monde on vit? On a parlé, regardez, avec des gens qui sont sur le terrain, sur la terre, de ce qui se passe avec l'Europe, de ce qui se passe avec les multinationales, de ce qui se passe avec l'agroalimentaire, de ce qui se passe avec les vrais freins qui accélère en tout cas une partie, la démolition de l'agriculture française, et elle n'est pas la seule. Eh bien, que font ces écologistes du mouvement Riposte Alimentaire en prétendant soigner les agriculteurs, hein, en prétendant les défendre? Ils vont asperger de potirons, de soupe de potirons, la Joconde. À ce stade, je ne sais pas si c'est de l'imbécilité, de l'inconscience
ou surtout une ignorance crasse? Parce que franchement, vous avez d'autres ennemis, vous avez d'autres adversaires à accuser, au lieu de perdre votre temps à des guignolades de ce genre. Allez, heureusement que la Joconde était protégée par une vitre, faut-il le rappeler. On va se retrouver dans un instant sur Sud Radio après les infos de 13h. Ne bougez pas, à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, André Berkoff. Berkoff, dans tous ses états, ça balance. Ah, The Yellow Rose of Texas, la rose jaune du Texas. Je ne sais pas si ce sont des roses jaunes en ce moment qui bougent au Texas, mais entre les 300 000 immigrants qui sont rentrés aux États-Unis dans le seul mois de décembre, frontière mexicaine, comme vous le savez, et avec tout ce qui se passe en ce moment, avec le gouvernement Greg Abbott, qui a décidé, qui a tendu des kilomètres de fils barbelés le long de la frontière avec le Mexique, la Cour suprême qui dit « Non, ce n'est pas légal », Abbott dit « Pas question, c'est légal ». Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Bon, bien sûr, ce n'est pas la guerre de sécession, pas encore. Mais enfin, entre les États confédérés et les États du Nord, parce qu'il faut savoir que 25 États américains ont rejoint Greg Abbott, le gouverneur du Texas, en disant la situation ne peut pas continuer comme ça. Et nous, bonjour Régis Le Sommier. Bonjour André. Alors Régis Le Sommier, je le rappelle, non seulement directeur de la rédaction d'Omerta, l'excellente plateforme d'enquête, et on va parler du journal, du magazine, nouveau magazine qui vient de sortir, mais il a été très longtemps, pendant des années, des décennies, je dirais, à Paris Match, et puis il a été grand reporter, envoyé spécial aux États-Unis aussi pendant des années. Alors Régis Le Sommier, cette histoire du Texas, est-ce que c'est nouveau? En tout cas, ça prend un regard très fort. Avec cette immigration, effectivement, il faut se rappeler qu'en 2015, le premier slogan de Donald Trump, candidat à la présidence de la République, c'était « Nous allons bâtir un mur ». Qu'est-ce qui s'est passé depuis et pourquoi on en est au point où un gouverneur du Texas suivi par 25 États défie Joe Biden et la Cour suprême? Alors, c'était en effet une histoire à la fois ancienne et à la fois très contemporaine. Vous parliez de Joe Biden. Depuis l'élection de Joe Biden, ce qu'on peut noter, c'est qu'à la différence, évidemment, de son prédécesseur qui avait construit ce fameux mur, oui, et même de Barack Obama, qui était très ferme sur l'immigration, eh bien, il y a eu une sorte d'appel d'air, c'est-à-dire, après Trump, eh bien, l'Amérique du Sud et l'Amérique latine s'est présentée aux portes des États-Unis et on les a laissés passer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, dans l'administration Biden, de volonté véritablement de régler ce problème migratoire massif. Et c'est là où, en ce moment, on a vraiment un problème aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a deux visions de société qui s'affrontent. Alors, ouais, je vais revenir sur les questions migratoires, elles ne sont pas, vous le soulignez André, elles ne sont pas nouvelles. Hein. Moi, je me souviens, en 2005, il y avait déjà beaucoup d'immigrés, il y avait déjà des records de migration aux frontières, ouais, du Texas, aux frontières de l'Arizona et de Californie. Et à l'époque, c'était des citoyens qui s'étaient appelés les Minutemen en souvenir justement de ces fameux miliciens du Massachusetts au XVIIe siècle qui s'étaient battus contre les Anglais pour l'indépendance des États-Unis, ouais, et qui s'étaient installés à la frontière pour notifier les passages de migrants et les rapporter aux douaniers et justement essayer d'endiguer ce phénomène migratoire massif. Donc depuis, il y a eu les États-Unis, en fait, par rapport à cette époque que j'ai couverte, je me souviens que il y avait quand même des dialogues, il y avait quand même des moyens de se parler et ouais, on est aujourd'hui face à un problème de vision de société, tout simplement. Oui, aux antipodes, presque aux antipodes, Régis Le Sommier. Complètement. Ouais. Vous prenez la Californie et la Floride, on n'a plus l'impression d'être dans le même pays. Avant, il y avait toujours un consensus autour du président. Et là, se rajoute à ces phénomènes, au phénomène donc mondialiste de Biden et à la vision nationaliste America First de Trump et même d'une certaine mesure de Robert Kennedy Jr. Ouais. qui aussi fait des scores importants, là plutôt du côté démocrate. Donc il y a deux pays qui s'opposent et qui sont en train de s'opposer au niveau de l'interprétation de la Constitution et au niveau d'un véritable phénomène d'importance qui est l'immigration. Il faut rajouter à cela l'idée que le Texas, c'est pas n'importe quel endroit. Vous avez parlé de ces roses
jaune du Texas tout à l'heure, vous avez noté qu'il y a un twang texan, une façon de parler l'anglais au Texas, dans le sud des États-Unis plus largement, qui est différente du nord. Pourquoi? Parce que la guerre de sécession, en fait, elle s'est jamais arrêtée. Et le Texas a toujours eu le souvenir de l'époque où il a été indépendant. Il a été indépendant pendant 9 ans. Il s'est battu à l'époque contre le Mexique pour devenir indépendant. Et ensuite, eh bien, face aux menaces de ce même Mexique, il a décidé de rejoindre les États des États-Unis. Ça a duré 9 ans. Et le Texas est très jaloux de cette prérogative. Et aujourd'hui, face à cette immigration dans laquelle, finalement, le gouvernement Biden le laisse complètement à l'abandon, eh bien, le gouverneur Greg Abbott a décidé d'invoquer l'article 1. Alors, c'est très particulier parce que il utilise la Constitution américaine. C'est l'article 1, section 10, clause 3. Qui dit quoi? Qui donne le droit au Texas de se protéger en cas de situation d'invasion. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait, il a fait une opération qui s'appelle Opération Lone Star. L'opération Lone Star, elle vient du drapeau du Texas, où il y a une seule étoile, Lone Star. Et donc, et il a décidé de prendre les choses en main, d'envoyer sa garde nationale, d'envoyer ses agents pour endiguer ce phénomène d'immigration. Régis Le Sommier, d'immigration, André, il y a également celui de la drogue, le fentanyl, une véritable épidémie, la drogue zombie qui passe par le Texas. Et là, les narcotrafiquants Abbott veut agir parce que Biden ne fait rien. C'est ça. Mais alors, Régis Le Sommier, expliquez-nous quelque chose, parce que ce qui est tout à fait étonnant dans cette histoire, c'est que la garde nationale d'un État, c'est une véritable armée, d'autant plus que 25 États déclarent soutenir Abbott. C'est-à-dire que, ça peut-être nos auditeurs ne le savent pas très bien, et moi-même je l'apprends, c'est qu'il y a l'État peut disposer d'une véritable armée. Régis Le Sommier. La garde nationale, c'est une entité très... Oui, attendez, on vous entend pas bien là. C'est une garde armée privée de citoyens, en fait. Un État peut disposer, en effet, et dispose... Alors, en général, on les emploie dans le cadre de catastrophes naturelles, pour des feux, des incendies gigantesques en Californie, pour des inondations. Donc, c'est des soldats qui sont employés comme ça, mais les nationaux des États ont été envoyés en Irak, déployés en Afghanistan aussi. Donc, c'est de véritables armées d'États. Alors là, la vraie question, c'est que est-ce que on va arriver à un phénomène où on verra la garde nationale du Texas prête à se dresser contre l'armée fédérale? Vous savez que l'armée fédérale américaine ne peut pas intervenir au sein même des États-Unis. Ça avait été déjà un problème au moment de la Nouvelle-Orléans. Souvenez-vous, au moment de Katrina, où la situation était tellement chaotique, on s'était interrogé de savoir si l'armée pouvait débarquer. L'armée avait donné des moyens, elle avait fourni des bateaux pour pouvoir se servir d'hôpitaux ou à acheminer de mais l'aide l'armée à la ne peut pas intervenir. Mais elle ne peut pas intervenir, l'armée fédérale ne peut pas intervenir sur le territoire américain. Donc tout ça est extrêmement codifié, et aujourd'hui, on a un risque, en effet, de voir un État, plusieurs États, aller contre le gouvernement fédéral en jouant sur... vous savez, la popularité de Greg Abbott au Texas, elle existe dans tous les États aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il y a une véritable méfiance des fédéraux. C'est un pays qui s'est construit sur des petites communautés qui ne voulaient absolument pas revivre l'expérience qu'elles avaient vécue en Europe, d'être discriminées ou autres. Et donc, les Américains sont extrêmement jaloux des prérogatives de leurs États, notamment par rapport à Washington. Et à chaque fois qu'il y a une élection aux États-Unis, vous le savez bien, André, on l'a fait contre Washington. On dit tout à fait. Washington. Et on les dit. Et à chaque fois, c'est trouver contre, justement, ceux de Washington qui prennent contraire, soi-disant, aux intérêts des Américains. Vraiment à suivre, Régis Le Sommier, pour savoir si, on va pas aller vers la guerre des sécessions, mais quand même, c'est tout à fait passionnant. D'ailleurs, il y a un silence assourdissant des médias là-dessus, on se demande pourquoi. Régis, vous sortez justement à Omerta, vous sortez le numéro 4, je crois, du magazine Omerta. Tout à fait. Alors, on le sort le 8 février, il sera en vente en kiosque le 8 février. Oui. Mais il est déjà disponible sur
media.fr, donc vous pouvez déjà le commander. Et alors, il est consacré. Alors, il y a plusieurs choses, mais il est surtout le titre est évocateur. La guerre des mondes. Ah, je vous entends mal. Je vous entends mal. Alors, on reprend justement le premier roman de Wells, le premier roman de science-fiction, en disant qu'est-ce qui aujourd'hui dans notre monde change les choses. Et on a un papier, une exclusivité assez intéressante. C'est un papier de François Fillon qui s'exprime assez peu et qui nous parle justement de sa vision du monde, avec aussi des reportages, un reportage sur le front en Ukraine à Bakhmout dont je reviens, un autre reportage à Gaza. Et également aux États-Unis non pas sur le problème migratoire, mais je l'ai évoqué tout à l'heure, mais sur le véritable fléau de la drogue dans ce pays. Les États-Unis sont complètement, c'est un pays qui est en proie au cartel aujourd'hui. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de soucis aux États-Unis. C'est vrai que c'est un peu dommage que les médias français, à part vous et quelques autres, n'en parlent finalement très peu. Surtout que les ruptures sont vraiment fortes en ce moment à l'intérieur. Merci beaucoup Régis Le Sommier. Je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction de la plateforme Omerta. Merci André. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h17 sur Sud Radio, l'heure pour nous de vous présenter ce face-à-face. Aujourd'hui, André Berkov, vous recevez Fabrice Hakoun, l'auteur de ce nouveau livre, Rallumons les lumières, c'est aux éditions de l'Archipel. Alors, je dois dire que ce titre me paraît un titre très audacieux, vraiment, et s'avancer dans un pessimisme que j'oserais presque, dans un optimisme plutôt, que j'irais presque exagérer, mais c'est très bien. Fabrice Hakoun, il lance un défi, il dit rallumons les lumières. Les lumières, évidemment, les lumières de Voltaire, les lumières des encyclopédistes, les lumières de la raison, et tout le monde dit aujourd'hui, arrêtez les lumières, c'est fini, faut plus parler des lumières, etc. Et Fabrice Hakoun dit le contraire, pour sortir la France de l'obscurité, rallumons les lumières, et il donne beaucoup, beaucoup d'exemples. Nous allons en parler tout de suite avec lui, c'est aux éditions d'Archipel, Code civil, encyclopédie, mais surtout, comment faire pour raison garder. À tout de suite. Alors, Fabrice Hakoun, rallumons les lumières. C'est très intéressant parce que vous êtes vous-même entrepreneur. Je rappelle, vous avez été ancien membre du Conseil stratégique de l'attractivité, vous avez été magistrat honoraire en prud'homme, vous êtes entrepreneur du numérique, vous avez créé une entreprise spécialisée en conseil en performance énergétique, etc. et éco-responsabilité, non, c'est important. Et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était un sacré défi parce que en même temps, on dit aujourd'hui, vous avez toute la doxa contemporaine dit oui, mais les lumières, c'est ça qui nous a complètement ratiboisés, et on des mai 68, etc., etc. Et vous vous dites, attendez, il y a encore des choses à faire en France, et on est en plein au conflit des agriculteurs, et je ne parlerai pas du pouvoir d'achat, je ne parlerai pas des retraites, je ne parlerai pas des affrontements communautaires, etc., etc. Vous dites, d'accord, tout ça existe, mais on peut, avec les armes de la raison, on peut se battre là-dessus et peut-être, et je l'espère, en tout cas vous l'espérez, triompher. Comment cela ? Mais en fait, je prône simplement un retour aux fondamentaux. Je crois que très souvent, quand un système perdure un certain nombre d'années, comme c'est le cas pour la 5e République depuis des années, on perd de vue les fondamentaux. Ça finit par se déliter, par s'étioler, parce qu'une République, comme d'autres systèmes d'ailleurs, se construit strate par strate. Et donc au fur et à mesure de l'accumulation de ces strates, on finit par perdre de vue quel a été le souhait, quelles ont été les volontés des pères fondateurs de ce système. Et quand on perd ça, en fait, on perd finalement la raison d'être, on perd l'adhésion aux valeurs. Et la raison pour laquelle je prône un retour à l'universalisme des Lumières, c'est simplement que, en réalité, on a fondamentalement besoin de renouer avec l'identité française. Qu'est-ce que l'identité française ? L'identité française, contrairement à ce que nous disent un certain nombre d'identitaires, c'est pas une identité génétique. Ceux qui pensent qu'effectivement nos ancêtres sont les Gaulois, ils le pensent bien sûr, mais ce ne sont pas des monsieur avec des moustaches et des casquettes. Voilà, c'est une image. Gaulois, ça permet. Mais moi, j'ai toujours l'habitude de dire, pour provoquer un peu mes amis, que les ancêtres sont mes Gaulois, alors que mes parents sont nés en Tunisie, mes arrière-grands-parents aussi, et que par conséquent, on pourrait me dire, mais non, pas du tout, mais si, parce que ce qui fait que j'appartiens à l'identité française, c'est pas une identité génétique. J'adhère à un socle de valeurs.
Alors, parlons-en. Attendez, Fabrice Hakoun, c'est très important parce que c'est au cœur de beaucoup de choses. On vous dit oui, mais on ne veut plus entendre parler des mondialistes. Et je sais que votre universalisme, c'est pas le mondialisme. Absolument. Mais parlons, pour vous, les valeurs françaises. Si on avait rapidement, on pourrait faire 5 heures là-dessus, mais quels sont vraiment ce qui est spécifique aux valeurs françaises, aux valeurs en tout cas de ce qu'on appelle la République française ou la France? Vous avez une valeur essentielle qui est la liberté, qu'on a complètement perdu de vue dans ce pays, complètement. À force d'être obsédé par la norme, à force d'être obsédé par la volonté de tout diriger de façon jacobine, centralisatrice, pour aller au cœur et aller se mêler de ce que les gens ont, jusqu'à quasiment, de la manière dont les gens agissent, quasiment jusqu'à dans leur cuisine ou dans leur lit, on finit par perdre de vue l'importance de la liberté. Qui est pourtant le premier la première des valeurs républicaines. De la devise, oui. Et qui est même la valeur qui permet aux autres de s'exercer. Parce que pas d'égalité, pas de fraternité sans liberté. Et donc il est absolument fondamental de revenir à la liberté. Il faut que l'État se concentre sur ses prérogatives régaliennes. On a vu à quel point, depuis quelques années, le régalien est battu en brèche, complètement abandonné, oublié. L'État a gonflé, a grossi, a devenu un mammouth, comme disait l'autre. Exactement, donc il faut revenir, il faut que l'État se concentre sur le régalien, et puis qu'on laisse les Français libres d'aller ensemble, libres de s'aimer, libres de travailler ensemble s'ils ont envie de travailler ensemble, qu'on les laisse un peu libres. Et vous verrez que l'être humain a cette faculté extraordinaire, quand on le laisse libre, finalement d'arriver, à condition bien entendu d'encadrer, dans un cadre légal comme on l'a en France, à cette faculté extraordinaire de s'entendre avec les autres et de bâtir avec les autres. Vous dites comme Pompidou, cessez d'emmerder les Français. Bien sûr, je l'écris même. Je sais. Absolument. Ouais. Donc ça c'est la première valeur, et puis après vous avez toutes les valeurs qui en découlent. Bien entendu l'égalité, on parle de la solidarité, c'est une chose extraordinaire. On vit dans un pays qui est un pays d'une extraordinaire solidarité, et c'est ce qui m'a fait écrire ce livre aussi. C'est vraiment un coup de gueule en fait, parce que depuis des années, on nous parle, pour la France par exemple, on parle de racisme systémique. Moi, ça me fait tomber de ma chaise, en fait. C'est le pays le moins raciste qui soit. C'est le plus beau pays du monde. Vous prenez Joséphine Baker et plus récemment d'autres personnes avec lesquelles j'ai eu l'occasion de parler, qui vous disent, Fabrice, on vit aux États-Unis, professeur en chirurgie, je ne citerai pas le nom par respect, un professeur en chirurgie qui est venu vivre en France et qui m'a dit, Fabrice, il a fallu que je vienne vivre en France pour être considéré comme un homme et comme un médecin avant que d'être considéré comme un noir. Il vivait à New York. Il vivait Vous pas avez dans dit ça ici, Il récemment m'a dit ici, récemment, il y a quelques semaines. Quelqu'un que j'ai rencontré. Et donc, Joséphine Baker l'a dit avant lui dans les années 30, donc ça date pas d'aujourd'hui. Ça date pas d'aujourd'hui. Et donc, traiter ce pays, qui est le pays, entre autres, de l'AME, l'aide médicale d'État. C'est un pays, vous savez, vous disiez que j'étais magistrat au Prud'homme. Effectivement, je suis magistrat honoraire. J'ai été pendant 16 ans au Prud'homme. J'ai rendu la justice pour des gens qui étaient en situation irrégulière sur le territoire et qui se sont vus remplir dans leurs droits. Dans quel autre pays au monde on peut remplir dans ses droits une personne en situation irrégulière qui a été lésée par un employeur, par exemple? Oui. Et c'est vrai, et défendre quelqu'un en situation régulière, mais il a ses droits. Oui, effectivement. Exactement. Mais en même temps, alors c'est quand même, vous dites, oui, formidable, solidarité, etc. Mais enfin, il y a un communautarisme qui a grandi de manière exponentielle depuis 20 ou 30 ans. Vous savez, comme moi. Bien sûr, je le combats. Je le combats, mais je le combats d'une certaine manière. Je le combats sans stigmatiser. Parce que la difficulté aujourd'hui, c'est que pour combattre le communautarisme, on stigmatise. Et c'est une erreur. Moi, je le combats parce que je pense que ceux qui se targuent de communautarisme aujourd'hui et qui invoquent le communautarisme et qui se vautrent dedans n'ont fait qu'occuper une place laissée libre. Et une place laissée libre par la République. Laissez libre comment? Puisque vous savez très très bien qu'une partie des gens, soit par encalage électoral, soit pour aller rapidement, soit par démagogie, soit par sincère, disent oui, mais la France est raciste systémique. Mais... Regardez tous les mouvements, enfin c'est pas à vous, les mouvements woke, les mouvements indigènes de la République, etc. Vous venez de les citer. En fait, ils ont un intérêt, j'allais dire presque pas un intérêt commercial, mais ils ont un intérêt, ils ont un fonds de commerce. Ce fonds de commerce, c'est la division. Vous savez, en fait, je ne sais pas si vous remarquez, mais bien sûr que vous le remarquez en tant qu'observateur, vous voyez bien que ce camp politique, j'ai même pas envie de dire la gauche, parce que finalement, c'est pas la gauche traditionnelle que moi j'ai connue, c'est une partie de la gauche. Vous avez dit d'ailleurs, la gauche a trahi le peuple, vous l'écrivez, bien sûr. Elle a perdu. Bien sûr, elle a perdu l'adhésion du peuple, et donc c'est Bruckner qui dit ça, elle s'est complètement redirigée vers l'identité, la race et le genre. Et on voit bien ce que ça a donné. Mais en fait, finalement, on voit bien qu'une partie de cette gauche aujourd'hui instrumentalise
divise, en fait, segmente. Vous savez, comme on segmente, comme les supermarchés ou les grands du retail segmentent les populations pour mieux les adresser. Marketing de segmentation. C'est exactement ça, c'est un marketing de segmentation. Alors. Et donc, ils ont les mêmes techniques que le marketing, sauf que dans une société et en politique, quand on segmente, on divise. C'est pas la même chose que dans un supermarché quand on segmente les clients pour pouvoir les adresser de façon un peu intelligente. Quand on segmente et quand on cherche à faire ces segmentations dans le domaine public et dans le domaine politique, on arrive à la division. Et c'est cette division dont s'alimente aujourd'hui un camp politique qui n'a absolument aucune raison d'arrêter avec ça. Et ce camp politique, il n'a aucune raison d'avancer avec ça, d'arrêter avec ça, pardon. Il a quand même pas mal avancé depuis. Quelles en sont les racines? Vous savez, les gens disent en général, enfin les observateurs qui sont plus ou moins avisés, disent ça fait 40 ans que tout ceci bout et qu'aujourd'hui, aujourd'hui, ça enfonce la porte. Enfin, on s'en prend aux Américains en disant ils nous ont importé le wokisme. Mais comment s'appelle le wokisme aux États-Unis à l'origine? The French Theory. Oui, voilà, The French Theory, la théorie française. Donc, The French Theory est né dans les universités françaises dans les années 60. C'est exactement comme avec les startups. Vous savez, en général, les entrepreneurs français créent des startups ici, puis après, quand ils veulent développer leur boîte, ils vont aux États-Unis, puis après, ils nous réimportent les produits. Et on réimporte les produits. C'est exactement pareil avec l'idéologie. C'est-à-dire qu'une idéologie est née ici. C'est une idéologie qui est une idéologie sortie de l'esprit d'apprenti sorcier, en fait, qui est allé là-bas, se développer, incubé. Vous savez, les Américains sont les champions de l'incubation, et puis ils nous ont renvoyé ça, et ils l'ont mondialisé, ils l'ont diffusé parce qu'ils savent parfaitement le faire à travers Netflix, à travers Hollywood, etc. Oui, bien sûr. Mais enfin, certains ont emboîté le pas. C'est vrai que la France résiste quand même. On va en parler justement. Est-ce que les Lumières nous permettent de résister, notamment à cela? On en parle tout de suite après cette petite pause. On continue ce face-à-face avec Fabrice Hakoun et avec vous. 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Vous l'avez dit à... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Fabrice Hakoun, rallumons les lumières pour sortir la France de l'obscurité aux éditions de l'Archipel. Rallumons les lumières, mais dites-moi, moi j'entends beaucoup, et je ne suis pas le seul des gens, mais ceux qui nous ont mis dans ce pétrin, ce sont justement les lumières. Oui, c'était très bien l'universalisme français. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent, hein? Je la fais courte, vous les connaissez comme moi. Ils disent oui, mais vous comprenez, on a voulu imposer notre modèle au reste du monde, et le reste du monde, ben non, il n'en voulait pas. Oui, l'Occident a voulu absolument. Alors certes, la Magna Carta, certes la Déclaration des droits de l'homme, certes les philosophes, etc. Mais au fond, il y a des peuples qui ont d'autres cultures, d'autres valeurs, et pourquoi on les impose? Eh ben, on les a imposés au son. Nous sommes les meilleurs, le modèle, il faut les imposer au monde. C'est ça qu'on entend beaucoup, je ne dis pas partout, mais beaucoup. Vous répondez quoi? Ceux qui disent ça ont raison. Ceux qui disent ça ont raison. La Troisième République est allée. Alors, d'ailleurs, je prépare un prochain livre sur Jules Ferry justement et sur la Troisième République pour essayer de casser l'idée selon laquelle la colonisation et puis après la collaboration, mais plus tard, ont été essentiellement le fait de la droite. On s'aperçoit que la colonisation, comme plus tard la collaboration, était plutôt effectivement le fait de la gauche. Mais bon. Oui, et juste un mot là-dessus. Je vous conseille, je le dis à tout le monde, de lire le bouquin de Simon Epstein, un paradoxe français. Très bien. Sur la collaboration, absolument. C'est passionnant. Voilà. Et donc, je reviens à la Troisième République. Donc, il y a eu effectivement cette volonté d'aller civiliser les indigènes. Ça a été une erreur fondamentale, probablement. Alors, pas sur le plan économique, etc., parce qu'il y avait des raisons à tout ça. Si on n'a pas civilisé la Tunisie. Alors, justement, c'est ce que je dis. C'est intéressant. Je ne dis pas sur un plan économique, je ne dis pas qu'il ne fallait pas y aller, je porte pas de jugement, je suis pas historien, je vais pas vous dire il fallait coloniser, pas coloniser, etc., parce que à chaque époque, correspond des raisons de faire les choses, et à cette époque-là, il fallait y aller, ils y sont allés. Sauf qu'ils y sont allés avec un prétexte, qui était le prétexte qui consistait à dire on va aller civiliser les indigènes. Et donc on est allé, puis plus tard même, les Américains, qui à coup de bombe à 10 000 mètres d'altitude, ont voulu imposer la démocratie aux Irakiens. On a vu le résultat aujourd'hui. Donc il est évident qu'il ne je partage quand les gens disent on a utilisé ces valeurs pour aller oppresser les autres, etc. Ils ont raison. En fait, je pense que probablement que ce prétexte-là n'a pas été bon. Par contre, ce n'est pas parce qu'on n'a pas bien fait d'aller l'imposer ailleurs qu'il faut renoncer à l'imposer chez nous.
et en France. C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste. Il faut renoncer à nos propres valeurs. Bah oui. C'est-à-dire que tout d'un coup, on fait un espèce de virage à 180 degrés. On dit on a eu tort d'imposer l'universalisme à tous. Donc désormais, on refuse de l'imposer. Mais il ne faut pas l'imposer à des pays. Mais par contre, aux individus qui sont sur notre territoire, il faut impérativement l'imposer. L'universalisme des Lumières, ces valeurs d'égalité, ces valeurs de parité, ces valeurs de respect, de l'égalité entre l'homme et la femme, etc., sont des choses absolument essentielles qu'il faut imposer sur notre territoire. Et c'est pour ça d'ailleurs que le combat contre le communautarisme, je ne le mène pas sur le terrain religieux. Je pense que c'est une erreur fondamentale, c'est un des éléments essentiels de ce livre. C'est que je dis, cessons de mener le combat contre le communautarisme sur le terrain religieux. C'est une erreur parce qu'on instrumentalise la laïcité, alors que c'est la laïcité qui permet précisément, parce qu'elle est, aux gens d'être communautaristes en France, parce qu'ils ont la liberté totale de pouvoir s'organiser, organiser leur culte, etc. Et c'est une très bonne chose. Il faut le porter sur le terrain politique. Il faut changer complètement de braquet. C'est-à-dire, concrètement, ça veut dire quoi quand vous avez une poussée communautariste très forte, utilisée par un certain nombre de fonds, qui soient financiers, qui soient d'un pays ailleurs, qui soient politiques ou autres? Il faut sortir du complexe. On est complètement complexé par l'imposition de nos propres valeurs. On est complexé par les valeurs, par les origines chrétiennes de la France et de l'Europe. Moi, je suis de confession juive, donc je le dis d'autant plus facilement. Je suis désolé, mais la France a une histoire. La démocratie française, c'est pas une démocratie gréco-romaine. C'est une démocratie gréco-romaine d'inspiration pour le système institutionnel. Mais la réalité de la démocratie française, c'est que c'est une démocratie chrétienne. C'est ça la réalité. Et donc il faut pas avoir le complexe, il faut pas avoir peur. Et c'est parce que c'est une démocratie chrétienne à l'origine qu'elle a permis ces vagues migratoires, qu'elle a permis aux Juifs de retrouver leur émancipation il y a 2 siècles. C'est parce que c'est une démocratie chrétienne et parce qu'elle est justement ouverte et universelle qu'elle a permis aujourd'hui à d'autres confessions de vivre en sérénité et en paix sur le territoire français. Et donc ça, c'est absolument essentiel de rappeler quelles sont nos valeurs, quelle est l'origine de notre système politique, et de dire on ne porte pas de jugement de valeur sur d'autres systèmes politiques, que ce soit le système de la charia ou d'autres. Il y a des pays dans lesquels ils s'imposent. Vous avez des pays comme l'Afghanistan, le Pakistan, qui sont des pays tribaux. C'est leur système. Le système est tribal depuis des siècles. Dans un système tribal, si vous imposez une démocratie, c'est le chaos. Il faut une abstraction à laquelle croire. Oui, et enfin, cette abstraction, ça veut dire que ces pays resteront, vous voulez dire, éternellement dans ce système. Peut-être que l'islam se sécularisera, etc., comme ça a été le cas chez nous. Prenez le 15e siècle chez nous, il faisait pas très bon vivre. L'Inquisition, on connaît, voilà, enfin, on a entendu parler. Donc, je dis juste, ne portons pas de jugement. Dans ces pays, une organisation tribale nécessite d'adhérer à une abstraction, parce que vous avez des tribus justement différentes, et il faut adhérer à cette abstraction qu'est la charia, qu'est la religion, etc., qui permet de fédérer et de conserver l'unité du pays. Chez nous, c'est autre chose. Ça n'est pas la religion qui fédère, c'est l'adhésion à un socle de valeurs autour de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Et donc, il faut dire ici, on ne juge pas votre système, mais ici, chez nous, en France, aucun autre système ne peut s'imposer. Il y a un seul système politique possible, c'est le système issu de l'universalisme des Lumières. Si vous voulez vivre ici en paix et en sérénité, il faut adhérer à ce système-là. Alors, Fabrice Hakoun, mais quand vous lisez, très bien, ça sur le plan de la théorie, c'est excellent, ou du souhait. Mais quand vous voyez, par exemple, les enquêtes de l'Institut Montaigne, ou beaucoup de sondages, où vous avez des Français qui ont leur carte d'identité, qui sont Français, qui sont nés en France, etc., qui vous dit, nous plaçons, comme beaucoup de jeunes, par exemple, nous plaçons les lois de la charia au-dessus des lois de la République. Bon, vous leur faites, vous leur parlez comment, vous essayez de le raisonner comment, vous essayez de les convaincre comment? Puisqu'ils le sentent, puisqu'il y a quand même une proportion non négligeable, je ne dis pas une majorité, mais une minorité non négligeable de gens. Par exemple, c'est un exemple qui vous dit ça. Oui, absolument, parce que, en fait, comme la République s'est éteinte et qu'elle a renoncé à ses valeurs, on a laissé un vide. Et ça n'est pas une particularité de l'islam. Je suis quasiment certain que si vous interviewez des jeunes de 20 ans, 22 ans aujourd'hui, quelle que soit leur confession, s'ils adhèrent à une religion, une confession, ils vont vous dire qu'ils font passer leur loi religieuse devant. Alors après, il y a l'histoire de la masse et du nombre. C'est pas pareil quand vous avez quelques dizaines de milliers de juifs, ou quand vous avez effectivement des millions d'autres confessions. Mais peu importe, je pense que il faut renouer, justement, c'est pour ça que je parle de rallumer les lumières. C'est-à-dire qu'il faut imposer, en premier lieu, à l'école, une restauration de ces valeurs-là. Et c'est très difficile parce que pour ça, il faut avoir l'adhésion des enseignants. Et c'est pas gagné. Et on ne l'a pas. Parce que, non, c'est pas gagné, puisque je pense qu'une partie du relativisme que je dénonce aujourd'hui, il est parti des écoles et des universités.
Donc c'est difficile, on peut pas tordre le bras à chaque enseignant pour lui demander d'adhérer et de diffuser ces valeurs-là. Mais tant que la France complexera autour de ces valeurs-là en se disant il faut surtout pas les imposer, on n'a pas à les imposer à d'autres, etc., eh bien on sera dans cette situation-là. Mais alors, Fabrice Hakoun, qui et comment, on va pas évidemment faire toute l'histoire, il faudrait une dizaine d'heures, qui et comment a contribué à éteindre, en tout cas, une certaine partie de la République? Pour moi, c'est clairement une partie de la gauche et de l'extrême gauche. On le voit d'ailleurs aujourd'hui. Avec la droite n'a aucun... Alors, je vais revenir sur la responsabilité de la droite parce que je la dénonce aussi. Oui, donc, pour ça. Mais d'une autre manière. Vous avez la gauche, une partie de la gauche relativiste, qui a décidé, comme vous le disiez, la gauche a perdu le vote ouvrier et elle a perdu l'adhésion ouvrière, qui est partie vers d'autres formations politiques. Et donc, elle a dû se rabattre sur des valeurs... Le sociétal, qui a remplacé le social. Exactement, le sociétal, donc la race, l'identité et le genre. Et on est passé, en fait, d'un système qui revendiquait le droit à la différence à un système qui revendique la différence des droits. Et ça, c'est absolument dingue, en fait, dans une démocratie comme la nôtre. Parce qu'on divise. Ouais. Et donc, vous avez après la responsabilité de la droite. Parce que la droite s'est laissée complexer. Vous savez, la partie de la gauche que je dénonce, je dis toujours une partie de la gauche parce que je veux pas mettre tout le monde dans le même sac, parce qu'on a une gauche qui est une gauche plutôt républicaine, centriste, voilà, et puis une gauche républicaine centriste qui suit un peu le mouvement, qui suit le vent, etc. Mais la force, en fait, de ce camp politique, ça a été de prendre la société française dans un étau avec d'une main la culpabilité et de l'autre la victimisation. Et c'est un étau redoutable. Redoutable. Mais pourquoi la droite s'est-elle laissée faire? La droite s'est laissée faire parce qu'elle s'est enfermée dans ses luttes intestines. Elle s'est enfermée dans une rhétorique. En fait, elle a essayé de suivre le sens du vent. Et elle est toujours dans une logique de suiveur. D'opportunisme. Et voilà, d'opportunisme et de suiveur. Et les présidents qui se sont succédés, effectivement, n'ont pas su parce que il y a eu plus d'harangues. Il y a eu par exemple une erreur. Moi, j'ai côtoyé le président Sarkozy, comme vous le lisez dans le livre. Je pense qu'il a commis par exemple une erreur quand il a créé le ministère de l'identité nationale. De l'immigration et de l'identité nationale. Parce qu'à ce moment-là, on avait une chance extraordinaire de pouvoir repositionner ce qu'était l'identité française. Et au lieu de ça, on s'est concentré sur la condamnation de l'islam, la stigmatisation des musulmans, etc. Et en fait, on a complètement loupé le coche là-dessus. Complètement. Enfin, il y a eu avant ça quelque chose qui est venu de la gauche officielle, mais qui a concrétisé ça bien avant Sarkozy, c'est SOS Racisme. Ah oui. Je traite, bien sûr, on voit que vous avez bien lu le livre. J'ai lu. Parce que, effectivement, je traite, tout est parti de là, en fait. Si vous voulez, le projet de ce livre-là, il est né quand, dans les années 2002, 2003, dans ces années-là, j'étais devant un reportage télé et je vois au lycée, c'était dans un lycée parisien, du 11e arrondissement, du 20e, je ne me rappelle plus, des jeunes, et il y avait un reportage sur justement la communautarisation. Et on voyait des groupes de jeunes juifs, des groupes de jeunes musulmans complètement séparés. Et là, j'ai dit, mais non, c'est pas possible, c'est pas ma France, ça. Moi, en 1986, j'étais au lycée Voltaire, avec des gens qui étaient hyper politisés. Quand Abou Djihad a été assassiné à Tunis par un commando du Mossad, le lendemain, mes copains musulmans et gauchistes sont arrivés au lycée avec un brassard noir, ils étaient en deuil d'Abou Djihad. Donc on parle de gens quand même très politisés. Eh bien, ce sont mes frères jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on est amis, ce sont mes frères. Et donc je me dis, comment on a pu passer de 1986, ça, avec des jeunes qui étaient certes très politisés, mais aussi très cultivés, et qui restaient amis, très républicains et très laïcs, à ce climat... En moins de 40 ans, quoi. En moins de 40 ans, là, je parle de 2002-2003. Et donc là, l'idée de ce livre a germé à ce moment-là, parce que je me suis dit, il faut faire quelque chose. On ne peut pas laisser la France continuer à se déliter de cette manière-là. Parce qu'il y a une responsabilité politique fondamentale. Et aujourd'hui, je pense que s'il y a une responsabilité politique de la droite, c'est qu'il faut que la droite ouvre complètement, qu'elle s'aère. En fait, elle est complètement. Il faut pas ouvrir seulement la Maison France et ouvrir les fenêtres de la Maison France, comme je dis dans le livre. Il faut ouvrir les fenêtres de la droite et il faut aérer. C'est un club c'est un club d'entre gens. Enfin, moi, j'ai aucun attrait, par exemple, pour ce camp politique. Mais mon cher Fabrice Hakoun, je suis très bien ce que vous dites et je crois que beaucoup de gens seront d'accord avec vous. Le problème, c'est que où sont les politiques qui ouvrent les fenêtres, que ce soit à droite ou à gauche, d'ailleurs. On est d'accord, mais c'est bien le problème, c'est qu'en fait, ouvrir la fenêtre, c'est scier la branche sur laquelle on est.
À un moment donné, accepter. Le problème de la politique française, c'est que pour prendre le pouvoir... Il voulait qu'il se suicide, quoi. Ben voilà. Mais oui, exactement. Schröder l'a fait en Allemagne, pour sauver l'Allemagne, à une époque. Mais en fait, le problème, c'est qu'effectivement, il faudrait qu'ils cissent la branche sur laquelle ils sont et qu'ils acceptent de revenir sur un système qui est un système totalement consanguin, de reproduction des élites. Entre soi. Et d'entre-soi. Et donc, ils sont complètement décalés des réalités. C'est effectivement le problème. Le problème, c'est que je ne vois pas beaucoup de gens qui seront candidats à scier la branche. Alors, qui le fera? On en parle, effectivement, après cette petite pause. À tout de suite. Et puis avec vous, 0826 300 300 sur les réseaux sociaux également de Sud Radio, sur le Facebook, sur le Twitter, sur le YouTube. Ne bougez pas, on revient tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Vous l'avez... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Fabrice Hakoun, lui aussi dans tous ses états, il veut rallumer les lumières, il n'est pas le seul pour sortir la France de l'obscurité. Et effectivement, quelle lumière, parce que beaucoup de gens ont préféré la pénombre, prennent le parti pris de la pénombre et de l'obscurité, non pas la face obscure, mais enfin de l'obscurité, disons ça comme ça. Et au fond, j'allais vous dire, oui, mais compte tenu de la réalité, le réel, on ne le choisit pas, il est là. Comment vous voyez s'organiser un peu le réveil, sinon pour parler comme un certain général, le sursaut? Alors, déjà, je vais employer une petite maxime biblique qui est que la lueur d'une bougie suffit à rompre la plus grande des pénombres et la plus grande des obscurités. Donc moi je crois déjà en ça, c'est-à-dire que je crois en l'addition de ces petites lueurs qui s'allument un peu partout et qui finissent par faire une grande lumière. Comment je vois les choses, globalement, je pense que la France est un pays, c'est le pays, comme me disait dans l'intimité de son bureau le président Sarkozy, la France est un pays qui a décapité un roi. C'est-à-dire qu'effectivement, malheureusement, le sursaut se fait souvent à travers les crises. Oui. La France et le peuple français est un peuple extrêmement résilient, qui l'a montré à travers l'histoire, mais qui néanmoins a besoin parfois de prendre le mur en pleine face pour réagir. Ça a été le cas pour la décolonisation. Exactement. Sinon des coups royaux. Exactement. Donc le risque, et on le voit là, parce que la Révolution française a commencé par une jacquerie. Donc on voit bien que là, il y a les révoltes des agriculteurs. Les agriculteurs vont être plus difficiles à diviser que les gilets jaunes. Je pense que ça peut être le début, le démarrage. Mais en tout cas, ce qui est certain dans ce pays, c'est qu'il faut un nouveau pacte, en fait. Il faut un nouveau pacte social. Et je suis pas certain que le système institutionnel tel qu'il est aujourd'hui, en fin de vie, à bout de souffle, puisse le permettre. Mais écoutez, il y a toutes les armes, parce qu'on veut toujours changer de constitution, changer de ci, changer de république, etc. Regardez par exemple comment il se fait que depuis 2005, personne n'est ni proposé, ni organisé, personne, je parle des gens au pouvoir, un référendum. Prenez ça, quand même, qui est l'arme du peuple, qui est dans la Constitution aussi importante que la démocratie représentative. Et depuis 2005, et l'aventure de 2005, on sait ce qui s'est passé, on ne va pas revenir dessus. Rien. C'est ça. Mais c'est pire, André, c'est qu'effectivement, on parlait de 2005, le référendum sur l'Europe, il n'a pas été respecté par le pouvoir politique. Donc pour moi, c'était déjà là une espèce de coup d'État. Donc il y a un très gros problème d'écoute du peuple dans ce pays. On n'écoute pas le peuple. Et on le voit bien aujourd'hui. On voit bien, les agriculteurs sont en train de réclamer des choses qui sont d'une évidence absolue. Comment on peut autoriser à rentrer sur le territoire des produits qui sont justement produits avec des phytosanitaires qu'on interdit en France? Donc c'est hallucinant en fait. Ouais. Et donc on voit bien, et là tout d'un coup... Et au sein de l'Europe, soi-disant l'Union européenne. Et donc tout d'un coup, on s'aperçoit que ça existe. Et on s'aperçoit qu'il faut faire quelque chose. Et là, le Premier ministre arrive en nous disant on va prendre un certain nombre de mesures, mais on a envie de dire mais pourquoi maintenant? On le sait depuis des années. Donc il y a un problème de fracture totale entre le peuple et ses dirigeants. Et son élite même. Du fait d'un système institutionnel, qui ne fait plus de lien entre les élus, les élections et le peuple en réalité. Parce que par le jeu
des accords de parti, par le jeu du mode de scrutin, on arrive à peu près emmener où on veut le résultat du scrutin en total désaccord avec la volonté du peuple. Oui, mais alors, justement, en arrivant à ce stade, ça, on le dit, on le sait, on en parle, etc. Ce qui est intéressant, c'est que si vous voulez, on se heurte toujours à cette question. Est-ce que c'est, à votre avis, alors, vous avez parlé de la bougie, de la petite bougie qui éclaire. Est-ce que la goutte d'eau qui fait déborder le vase, on l'attend, elle va arriver? Alors, je vous demande pas de prédiction, mais qu'est-ce qui peut faire que ces choses changent? On ne sait jamais quand, bien sûr, mais vous pensez qu'on ne fera pas l'économie de véritables affrontements? Alors, pour vous? Je ne sais pas si on fera l'économie ou pas, parce qu'on est dans une société qui n'accepte plus, ou de moins en moins bien, le conflit, la contrainte, etc. Les gens veulent bien imposer un système, mais ils ne veulent plus de guerre, ils ne veulent plus aller à la guerre, ce qui est plutôt heureux. Ils ne veulent plus se battre, ils ne veulent plus d'affrontements, et c'est plutôt heureux. Mais le problème, c'est qu'on est en train de monter le bord du vase au fur et à mesure que l'eau monte, grâce à des fonds publics, massivement. Oui, c'est vrai, mais vous savez ce qu'a donné le pacifisme aussi, dans d'autres temps. Je sais bien, non, mais je dis pas, je suis pas fondamentalement pacifiste, mais même si je suis absolument opposé à la guerre, mais je dis qu'aujourd'hui, grâce à la planche à billets au fonds public, on fait monter à chaque fois, on offre encore plus de services sociaux, de subsides sociaux pour essayer de maintenir. On imagine par exemple qu'en laissant une latitude dans les banlieues aux truands de tous ordres, on va arriver à maintenir la paix sociale. C'est une erreur fondamentale, on ne fait que repousser l'échéance et refiler la patate chaude au prochain. Donc je pense que ce qui peut sauver aujourd'hui la France, si ce n'est une révolution ou je ne sais quoi, qui a peu de chances d'arriver selon moi, ce qui peut sauver la France, c'est qu'un dirigeant politique qui prennent le pouvoir, aiment réellement ce pays. Parce que c'est ça la réalité. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut réellement penser que les dirigeants qui sont au pouvoir ont le sens de la France, aiment la France, la sentent dans leurs tripes? Moi, j'en suis pas convaincu. Et tant que quelqu'un n'aura pas ce sens-là, tant qu'on n'aura pas un dirigeant politique, un président et une majorité qui auront ce sens de la France chevillé au corps et qui diront « on va se sacrifier politiquement parce que nous ne l'aurons pas », il va falloir qu'une génération politique se sacrifie pour que ce pays se redresse. Parce que les mesures qui sont à prendre ne sont pas des mesures populaires. Bien sûr. Le problème, c'est qu'on revient toujours au courage et à la volonté. Exactement. C'est ça. Exactement. Et vous avez des noms en tête? C'est très difficile d'en donner là. Je comprends. Mais ils peuvent émerger. Ils peuvent émerger parce que vous avez beaucoup plus de gens qu'on l'imagine qui attendent de pouvoir en découdre. Et pour être très honnête, alors je parle pas de la présidente de la République bien entendu, mais j'en fais partie. Je fais partie des gens qui ont envie de se consacrer à ce pays. Je fais partie des gens qui ont travaillé, qui ont œuvré, qui ont créé de la richesse, qui ont créé de la valeur et qui aujourd'hui ont envie de se servir de cette expérience pour bâtir. Mais il faudrait que ces gens-là, comme vous ou d'autres, aillent en politique. Mais oui, mais sauf s'ils que ne vont pas en politique, sauf que comme vous le savez, vous serez témoin. La difficulté en France, c'est que très peu de politiques, on l'a vu avec la droite et avec l'UMP qui est devenu LR, très peu de politiques organisent leur succession. Alors que normalement, dans n'importe quelle entreprise, on parle souvent de la ressemblance qu'il peut y avoir entre l'entreprise et l'État. Non, mais c'est vrai. Et dans n'importe quelle entreprise, le rôle d'un manager, dès qu'il arrive, c'est d'envisager qui va être son successeur et comment il va lui succéder de façon à ce qu'il n'y ait jamais de vacances. De rupture. Voilà, et de rupture. Vacances sans vacances du pouvoir. Oui, bien sûr. Et donc, ça devrait être pareil au sein de l'État. Sauf que c'est tout le contraire qui se passe. Quand un homme politique arrive au pouvoir en France, ou qu'il arrive à la tête d'une organisation, d'un parti, etc., la première chose qu'il fait, c'est de supprimer tous ceux qui peuvent lui faire de l'ombre. Donc les meilleurs, pour ne garder que les plus mauvais. Voilà, la réalité, moi, je m'en fous, j'ai pas de mandat politique, donc je peux le dire très librement, je risque rien, je risque pas de me faire virer de mon parti, puisque je suis pas dans un parti. Donc vous dites qu'il y a une prime à la médiocrité. Bien sûr, bien évidemment. Et oui, mais alors donc il faut quelqu'un qui rompe ce cercle vicieux. Sinon infernal. Ouais, tout à fait, absolument. Non, c'est vrai que c'est évidemment le problème qui est là aujourd'hui et qui occupe tout le terrain. En tout cas, vous faites très très bien, Fabrice Lacoune, et vous avez très bien rappelé les valeurs sur lesquelles, en tout cas, les gens, le ou la personne ou les personnes qui viendront et qui, j'espère, viendront vite, seront animés d'abord d'une foi en leur pays et surtout du sens des valeurs, les valeurs les plus importantes. Absolument, et de l'intérêt général surtout. Voilà. Et ne pas penser uniquement à la réélection, mais penser aux futures générations, comme disait Winston. Peut-être qu'un septennat unique, ça pourrait être pas mal dans ce sens-là.
Merci. Merci à vous. Merci Fabrice Hakoun d'avoir été avec nous. On rappelle ce livre Rallumons les lumières, c'est publié chez l'Archipel. Tout de suite, vous allez retrouver Brigitte Lahaye, André Berkoff. Nous, on se retrouve demain entre midi et 14h. On reparlera évidemment de tout ce qui se passe à Rungis, du côté des agriculteurs, toute la journée sur Sud Radio. Vous allez l'entendre, les agriculteurs vont témoigner toute la journée. Demain matin, Patrick Roger sera là. Évidemment, tout de suite, c'est Brigitte Lahaye sur Sud Radio. Demain. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Cette semaine.